Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramène dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Bonsoir Flavie. Bonsoir Noah, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Alors, quel est le menu de ce soir? Le menu, c'est... Alors, le on menu commence par de... l'extérieur pour arriver vers l'intérieur. C'est contre-intuitif, on sait pourquoi pas. Bah non, on fait du général au particulier. C'est On le peut dire ça plan. comme ça. C'est le Et on plan pouvait qu'on aussi fait. se dire, on commence vers nous, puis on s'élargit. Bon, comme on veut. Donc, on commencera un petit point Ukraine-Roumanie. Puis, nous ferons un point, enfin, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais une petite suite du Oui, Conseil très de bref. défense sur les frères musulmans. Quelques mots sur la loi euthanasie, hein, un peu plus, qui mérite plus que quelques mots, mais on va faire une émission courte ce soir, on s'est engagé à ça. Puis l'état de la représentation nationale, ça c'est un sujet que tu proposes, donc j'imagine que tu as envie de faire un point sur comment nous sommes représentés. Effort budgétaire, hein. Alors pour les Français, hein, pas pour l'État comme d'habitude. Et puis donc les comptes de la Sécu, bon, ça va avec. Et le dernier sujet, c'est la France gérontocratique, puisqu'il paraît que combien de Ah, pourcentage ne dévoile pas. On Ne dévoile pas. dévoile Ouais, pas. on dira ça plus tard. Bon, La France est vieille, simplement. la France est vieille, les électeurs sont vieux. Ça veut dire que ça va virer à droite? Quelle horreur. Techniquement, peut-être. Bon, voilà. Et donc, un petit point, donc Roumanie-Ukraine. Moi, je te laisse commencer? Bah non, à toi l'honneur. Non, mais parce que je te dis ça, c'est parce que je me défausse, parce que je ne sais pas comment commencer. Donc, les élections sont passées. On en avait parlé la dernière fois, c'est vrai que tu m'avais dit que les reports de voix au second tour te paraissaient un peu normaux. Bon, on va pas faire les comptes, hein, on n'est pas là pour ça, mais ça me semble, moi, un tout petit peu plus problématique éventuellement, et surtout, il y a eu, au cours de la nuit, 150% d'augmentation de vote d'électeurs. J'ai entendu un chiffre assez impressionnant. Dans une région spécifique? Auprès d'une population spécifique? Non, en Roumanie en général. C'est-à-dire, il y a eu, tu Avant sais bien, au 20h? second tour, une hausse assez considérable. Moi, j'ai lu quelque part, je ne dirais pas où, 150. Je ne sais pas si je voulais savoir éventuellement si toi, tu avais entendu quelque chose autour des chiffres du second tour. Bon, là, je suis sur une fiche Wikipédia complètement classique, Négatif. sur lequel on ne parle pas vraiment de l'augmentation des votes au second tour et du fait qu'on est passé à quasiment tout le monde a été électeur sur le second tour. Hein, il y a eu Non. quasiment, Non, la bah, participation a monté au second tour et on a abouti à une participation d'environ 69%. c'est bizarre parce qu'on a Si des ma mémoire chiffres est bonne. partout différents, tu vois. Enfin non, 62 ou 69%, je ne sais plus. Mais on a eu une augmentation, je le rappelle, de 30% en valeur nette par rapport au tour précédent. Il y a C'est bien eu ça qui une est bonne assez augmentation. impressionnant quand même, on est d'accord. Il y a eu une mobilisation certaine. Après tout, les européistes ont avoué, les européistes hors Roumanie, hein, ont avoué avoir travaillé les populations roumaines de la diaspora et tout ça, et même en Roumanie même, pour qu'ils aillent voter. Ouais. Bon, ça, Alors, on l'a moi, déjà dit la dernière fois. Ouais. Mais juste, bon, je suis sur le tableau de la fiche Wikipédia des résultats nationaux. Alors, c'est vrai que premier tour, Georges Simion était quasiment à 41%, et que le Nicojor-Dan qui a gagné était à À 21%. 21. Après, pour les reports de voix, Antonescu, je pense, c'est un report de voix, c'est 20%, donc c'est un report de voix qui allait plutôt sur le candidat, pour faire vite, hein, plus centriste. Et Victor Ponta est à 13% et elle est plutôt en report de voix sur le candidat Georges Simion. Ceci dit, en report de voix, moi, je peux largement me tromper, hein, on n'est pas très expert sur la politique roumaine. Et après, parce qu'après, tous les autres candidats, c'est des tout petits scores, donc on va juste se caler sur ces 4-là. Mais si je fais un truc tout bête, Georges Simion plus Victor Ponta, ça fait 41 plus 13, 55, et les deux autres, ils se hissent à 41.
au second tour. Oui, mais moi, c'est Moi, pas je- l'analyse que je fais. Hein. je Ça me te paraît laisse beaucoup ton plus. analyse. La mienne est sans doute viciée, je ne sais pas, mais là, c'était. Bah, ça me paraissait beaucoup plus logique quand j'ai vu les scores, ne serait-ce qu'au premier tour, Mm. que les numéros 2, enfin numéros 3 et 4, qui ont fait respectivement 20 et 13% à peu près, Ouais. allaient se reporter sur Nico Jordan, Les deux? vu que l'un était vraisemblablement social-démocrate, de gauche, je crois que c'était candidat à 13%, et l'autre devait être un peu plus de droite conservatrice ou un truc comme ça, celui à 20. Mais je m'attendais vraiment pas à ce ils étaient marqués tous en fait comme pro-UE. Je m'attendais vraiment pas du coup à ce qu'ils se reportent sur Georges Simeone. Donc je suis pas trop surpris personnellement. Je trouve pas ça particulièrement suspect, comme tu l'as dit C'est-à-dire que toi-même. le vote Victor Ponta, on ne sait pas trop. Il y a certainement des électeurs de Ponta qui ont été vers Simeone et d'autres pas. Oui, Vraiment. c'est possible. Après tout, il a gagné 5% à peu près. 5%, c'est-à-dire. Par rapport au premier tour. Mm. Georges Simeone a fait 46% environ. Ouais. Si ma mémoire est bonne. Bon, écoute, de toute façon, c'est compliqué, on va pas aller plus loin que ça, parce qu'en effet, c'est un peu. Mais c'est bon, en tout cas, plein d'observateurs, alors évidemment, les observateurs qui sont plus critiques, plus eurocritiques, évidemment, vous disent que c'est extrêmement bizarre. Mais bon, moi, je n'ai pas. Je suis dans l'incapacité d'avoir une opinion tranchée là-dessus. Dans La grande, l'incapacité à niveau de ce que je connais, et non, je vais pas. la grande bizarrerie qu'on avait repérée, je le répète, c'est que la Roumanie est un pays de 19 millions d'habitants où il est considéré comme 18 millions de personnes sont des votants. Oui. Ça, c'est bizarre. À moins qu'il y ait des registres qui soient juste pas à jour ou des trucs comme ça. C'est ça le problème, oui. Mais c'est particulièrement bizarre. Oui, Donc c'est vraiment possible que les allégations de Georges Simeone, alors ça ne sous-entend pas nécessairement qu'il y ait eu manipulation derrière. Ça peut juste être des problèmes de mise à jour. Mais en général, quand tu as des failles comme ça, tu vas pas te priver de les exploiter. Et comme quoi il y aurait 1 700 000 morts encore inscrits sur les listes, c'est complètement possible au vu de ce compte de votants. Bien sûr, tous les votants n'ont pas participé à cette élection. Hein. On a fini sur 11 millions de participants, je crois, parmi les électeurs. Ce qui est beaucoup. Et ce qui devrait, logiquement, représenter la quasi-totalité du collège électoral. Et justement, au second tour, il s'est pas passé à 18 millions? Quelque chose comme ça? Mais non, absolument pas. Absolument pas. Non. On est passé de 9. Je ne pas mes sources, mais c'est vrai qu'il y a des sources, des sources très contradictoires. On est passé de 9 à environ 12 millions de votants. D'accord. Entre le premier et le deuxième tour. Ouais, j'ai entendu des trucs beaucoup plus spectaculaires, mais c'est pour ça que c'est. Bon, les gens. Mais c'est ce que dit sacro-saint Wikipédia. Ah ouais, donc tout va bien. Oui, mais bon, oui. Oui. Ok. Non, alors juste pour terminer sur ce sujet-là, quels sont, selon toi, et on peut dire ça à deux plutôt, que les pays tangents au niveau de l'Union européenne qui auraient tendance à hésiter à se reporter, pas complètement à l'ouest, mais avec des électeurs qui aussi sont tentés par un retour à l'est? On dirait donc la Roumanie. Récemment, il y a eu quelque chose aussi, des élections assez tangentes en Moldavie. Ah, tu veux dire une orientation vers la Russie ou une posture moins europhile. Oui. Je rappelle que Georges Simeone, il n'était pas particulièrement russophile. Hein. Il était surtout eurocritique. Et il était très otanien, très aligné sur la ligne Donald Trump. Ouais. Pas particulièrement pro-russe. Hein. En Moldavie, c'est avant qu'Aline Georgescu était peut-être, alors pro-russe, je ne sais pas, mais en tout cas encore plus eurocritique. Et oui, il a eu quand même un nombre important de votes. Lui, c'est possible. Roumanie, Moldavie, Slovaquie. Oui, Hongrie. Slovaquie, c'est plus par intérêt économique pour le gaz. La Roumanie, c'est la même chose. Et Viktor Orban doit après tout défendre sa position qui n'est pas super agréable, politiquement bien sûr, hein, au sein de l'Union européenne. Parce que tu parlais de la Hongrie, hein. Tu disais Roumanie, c'est la même chose plutôt. Hongrie, c'est ça que tu voulais dire? Oui, pardon, Hongrie, c'est ma langue. Roumanie, Slovaquie, Hongrie, Moldavie. Pologne, improbable. Ils détestent trop les Russes. Non, ça, et les Baltes, on oublie. Les Baltes, ça c'est on n'en parle même pas. La Tchéquie, je crois que pour l'instant, je sais pas. Non, ils ont trop de liens avec l'Allemagne. Non, on en oublie un, la Serbie.
Ouais, mais la Serbie ne sont pas encore dans l'Union européenne. Ils sont, oui, tout à fait. Mais, oui, bon, Mais ils ont des liens historiques particulièrement forts avec la Russie. Mais la position, la Serbie est souvent vue comme alignée sur la Russie, sauf que dans les faits, elle est quand même assez distante. Oui, oui, La Russie est un soutien de la elle tient Serbie. autant ses distances avec la Russie qu'avec l'Union européenne. Non, mais généralement, la Russie a tendance à soutenir la Serbie, mais ce n'est Mm. pas nécessairement vrai dans l'autre sens. Et tu disais les pays pour des raisons d'intérêt, c'est-à-dire liés au pétrole? Au gaz, Au la gaz. Slovaquie. Joseph Tiso, il est vu comme pro-russe parce que justement la Slovaquie voit son énergie être grandement dépendante du gaz russe. Pour ça. Et Orban, il y a moyen que ce soit partiellement pour ces mêmes raisons. Plus les minorités magyares, hongroises, en Ukraine, qui est un autre problème. Mhm. Ouais. D'accord. Bon. Ok. On peut passer au sujet suivant, je pense, qui est Eh ben, les un suites. musulman, le retour. Exactement. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière? Eh ben non, on peut passer au sujet suivant. non, je plaisante, mais quelle question idiote, Flavie. Oui, idiote, je suis la spécialiste des questions idiotes. Oh là là, mais non, mais quand même, un effort. Et donc, la suite du rapport sur les frères musulmans en Europe et en France, tout ça, donc, qui ne vaut guère mieux que le livre Le frérisme et ses réseaux. Hein. Eh ben, Emmanuel Macron a été très mécontent de ce Conseil de défense et de ses ministres parce qu'il a jugé leurs propositions comme pas assez insuffisantes. Qu'il est bon. Emmanuel Macron est en colère contre Emmanuel Macron, contre celui qui a nommé les ministres, contre celui qui mène la politique depuis 7 ans. Et contre celui qui a gardé a priori le rapport sur son bureau depuis le mois d'août, tellement il est urgent. C'est décidément un gros incapable. Et non, mais c'est un grand manipulateur surtout. Il s'est aussi agacé des fuites dans la presse. Des fuites dans la presse, et il avait été question d'un rapport, de la publication du rapport intégral, sauf que il avait déjà fuité en fin de semaine dernière. Donc ceux qui ne l'avaient pas déjà vu ont pu déjà le voir, ont pu ensuite le voir si jamais ils ont été intéressés. Bon, c'est pas un prix Nobel de littérature, donc pas sûr que tout le monde y ait jeté un coup d'œil. Mais de toute façon, on en avait déjà bien parlé, quand même, c'était très fouillis. Oui, non, moi ce que je voulais peut-être juste rapidement ajouter, c'est qu'on parle des frères musulmans dans ce rapport. Mais pourquoi alors, je pense qu'il serait aussi intéressant de faire un rapport sur l'emprise islamiste de façon générale, parce que les frères musulmans, ça envoie un message un petit peu ambigu, parce que puisque en fait les chiffres ne sont pas si importants pour le moment. Purement sur les chiffres, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une influence. L'influence n'est pas que les chiffres. Mais on peut très bien se dire, comme notre ami Pascal Boniface, que pour le coup, tout ça n'est pas très grave. Hein, franchement, ce rapport, on nous le sort avec beaucoup de bruit et on se dit qu'il faut absolument agir, alors qu'en fait, il ne se passe rien. Alors déjà, c'est ce qu'il dit par rapport aux frères musulmans, ce qui est déjà exagéré, mais aussi ce qu'on oublie de dire, c'est que il y a les frères musulmans, puis il y a les salafistes de l'autre côté, de façon un peu plus générale. Alors, les salafistes, c'est surtout le wahhabisme saoudien, mais tout ça est assez quelque chose de différent. Aussi, c'est différent, mais c'est aussi pour eux, c'est un peu s'en tenir aux frères musulmans, c'est quand même ne s'attaquer qu'à une partie du problème. Je voulais juste aussi rajouter que, oui, parce que il y a aussi, donc je ne sais pas combien de lieux de pratique frères musulmans, mais il y a 114 lieux de culte salafiste. Si leur nombre a beaucoup augmenté, mais leur fréquentation, surtout, a bondi de 39% depuis 2020. C'est quand même énorme. Oui, effectivement. De toute manière, c'est ce qui sort vraiment du rapport, c'est que les chiffres ne sont pas très impressionnants en valeur absolue, mais on est sur une véritable croissance. Oui, et là encore, ce que je cite, c'est les salafistes, hein, donc c'est plus les frères musulmans. Ça marche pour les frères musulmans aussi. De toute manière, c'est pour les frères musulmans une stratégie de long terme. Et les salafistes ne sont pas les frères musulmans, attention. Oui, c'est ça. Oui, ils ont le temps.
Ils ont le temps. Alors, il y a aussi alors, les imams, la moyenne d'âge est 43 ans et 65% sont de nationalité française, ce qui est quand même un chiffre très important parce que beaucoup s'accordent à dire bon, ils sont français, donc tout va bien. Ben, c'est là où on voit que la nationalité ne signifie plus grand-chose. Bon. Et 90% des prédicateurs ont suivi une formation religieuse et bon nombre viennent de l'université islamique de Médine, donc en Arabie Saoudite. Et pour terminer, l'article, c'est le journal du dimanche, qui est devenu de droite, donc c'est pas. Avec Geoffroy Lejeune. Il y a une hybridation entre la tradition salafiste et l'activité frériste. Enfin, c'est difficile, c'est un peu compliqué de mettre des barrières aussi. Oui. Voilà, et bon, là-dessus, donc Pascal Boniface minimise, pas très étonnant, il est très intéressant Boniface, mais sur ces questions-là, pas très courageux. Florence Bergeau-Blacker, elle, est beaucoup plus courageuse, par contre, je pense qu'elle abîme un petit peu son discours, je pense qu'elle est née dans l'islam depuis des années, je pense qu'elle en peut peut-être tellement plus, que pour le coup, elle est complètement pro-Israël sans le moindre recul sur le conflit. Les frères musulmans, en fait, sont aussi très liés au Hamas, et elle fait probablement le lien, justement, entre destruction du Hamas, aussi peut-être du Hezbollah, et affaiblissement des frères musulmans. Sauf que les frères musulmans au Moyen-Orient, aujourd'hui, c'est plus grand-chose. Oui, parce qu'ils sont plutôt, comme on le disait la dernière fois, rejetés dans le monde musulman, puisqu'ils souhaitent prendre un pouvoir par-dessus les... Turquie, où on va dire le pouvoir est complaisant, et en Europe, là où ils croissent discrètement, mais sûrement. Oui, parce qu'en Europe, on n'a pas compris, ou on ne veut pas comprendre, ou on fait semblant de ne pas comprendre ce que certaines... comment dire, États-nations, je ne vais pas dire démocratie, je ne vais pas citer tous les régimes États politiques du Moyen-Orient, que eux comprennent très bien, parce qu'eux ont une démarche, en tout cas, au moins de protection de leur système politique, quel qu'il soit. Après, c'est la grande question, est-ce que rendre illégale une organisation la rend pas aussi plus difficile à suivre parce qu'elle bascule entièrement dans le monde de l'ombre? Les frères musulmans, c'est déjà une organisation qui est très opaque, difficile à comprendre et à suivre. Oui, si elle était rendue illégale, je dis pas que c'est bien ou mal ou quoi que ce soit, mais le risque, ce serait que justement ces têtes soient plus difficiles à suivre et son activité soit plus compliquée. Elle peut être illégale et suivie quand même. Bien sûr, mais ce que je dis, c'est que c'est plus compliqué. Donc c'est peut-être l'une des raisons pourquoi rien n'est fait. Peut-être. Ouais, il y a toujours des bonnes raisons pour rien faire. Mais en tout cas, dans les pays musulmans, ça menace clairement leur souveraineté et ils y tiennent. Il ne faut pas oublier que ça menace le pouvoir des politiques en place, ça menace le pouvoir des militaires. Oui, quel que soit le pouvoir, je disais, parce qu'on ne va pas faire le détail. On peut rappeler que ce sont les frères musulmans qui ont tué Sadat. Oui, qui est un des, Anwar al-Sadat. Qui était un homme d'État... président de l'Égypte après Abdel Nasser, et qui a fait les premiers accords de paix avec Israël et qui a été assassiné pour ça. Des grands chefs d'État. Il a été tué dans les années 70. années 80, je crois, ou fin des années 70. Il a été tué dans les années 70, il me semble. Juste avant la fin de l'émission. J'ai l'impression que c'est plutôt début des années 80, mais bon. Bref, Flavie nous dérive. Oui, on peut passer au sujet. Alors, pour terminer, que les frères musulmans, la conclusion, c'est qu'ils s'adaptent très bien en réalité des différents pays dans lesquels ils souhaitent s'implanter. Chez nous, ils s'adaptent à notre libéralité. Ça, on l'avait déjà dit. Cette version est toujours assez fin et intelligent. Il n'y a pas de... sujet suivant, alors. Sur la loi euthanasie. Oui. Alors, la loi euthanasie. Ça date octobre 81, donc voilà. Rien à voir avec le président égyptien, bien sûr. Non, mais je voulais quand même... Sadat a tué en octobre 81. Ah oui, d'accord. Donc oui, la loi euthanasie. Alors, la loi euthanasie, on va faire vite aussi. On ne va pas rentrer dans les détails ce soir, mais moi, je voulais juste citer deux choses qui sont choquantes. C'est le délit d'entrave, qui peut être passible de peine d'emprisonnement assez longue. Donc la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale par environ 300 voix pour et 200 contre propose notamment la création d'un délit d'entrave dans ce cas de figure. Il y a eu 50 abstentions, je crois.
Oui, possible. Du coup, ça arrive. On serait sur la totalité ou quasi-totalité des députés qui auraient voté, ce qui est Mmh. plutôt rare. Ouais, mais oui, il y a une prééminence du pour. Après, c'est pas non plus un raz-de-marée. Bon, bref, de toute façon, Là, c'est on est à 100 voix d'avance quand même. On alors, a eu en la tout cas, majorité, vraiment oui, presque tout le centre oui, macroniste ça et c'est l'intégralité de la gauche, sauf Sophia Chekirou, compagne compagne de Jean-Luc Mélenchon, qui a voté contre. ah oui, Oui, bon, des gens l'ont relevé, c'est un peu marrant. ouais, c'est intéressant, bon. Mmh. Oui, toutes les propositions d'amendement ont été rejetées, hein. Moi, c'est ce que j'ai vu au fur et à mesure, c'est que tout ce qui est de propositions d'amendement pour un peu cadrer la loi, ont été rejetées les unes après les autres. Et donc le délit d'entrave, c'est quand même, c'est-à-dire le fait juste d'essayer de tenter de convaincre un proche, de ne pas avoir recours à l'euthanasie est passible, et d'illégalité. Enfin, j'avoue que là, on rentre dans l'intimité des relations entre les gens. Je trouve ça absolument incroyable. C'est pas la même chose que, enfin, je ne veux même pas comparer ça avec le délit d'entrave, de la part des médecins parce que c'est, je veux dire, à la limite, un médecin, on peut toujours, enfin, un médecin qui se refuse à appliquer un acte qui est légal, bon, si, il peut y avoir aussi une clause de conscience. Excusez-moi, je parle un peu toute seule. Mais en tout cas, ce délit d'entrave, je le trouve très, très choquant. Et après, OK. il y a aussi les propos du professeur Touraine, qui dit très tranquillement que c'est juste un pied qu'on met dans la porte, qu'il est tout à fait question d'adapter cette loi à toutes les maladies possibles. Et aussi, Là, pour l'instant, c'est la fin de vie, la souffrance, hein, surtout, ouais, voilà, enfin, ouais. les personnes âgées et la souffrance. Et surtout de nous donner un droit à la mort pour les mineurs. Je trouvais que c'était, je sais pas si ces gens-là s'écoutent parler. C'est-à-dire, j'imagine un droit à la mort sans l'accord des parents. Bah, c'est tout l'un des problèmes, entre autres, soulevés par cette proposition de loi. Si j'ai bien compris, alors le délit d'entrave, c'est pas balisé clairement ce que ce serait, ce qui est, l'une Non, des en grosses plus, oui. préoccupations. Mmh. En fait, de qu'est-ce que recouvrerait concrètement ce délit d'entrave? Eh ben, on sait pas, pas précisément, Non, bah, forcément, en plus, tout ça est assez, très flou, tout est assez flou pour le moment. Je c'est pense que ça, ça se verra à la pratique, oui. et l pour, avoir l'application, donc l'accès à l'euthanasie, il faudrait une demande, pas nécessairement écrite, hein, elle pourrait être vocale, c'est-à-dire sans aucune trace, Ouais. de la part, de la personne souhaitant recevoir le «traitement» entre guillemets, heu, auprès d'un médecin. Un seul médecin qui aurait à donner son accord, pas plusieurs. Ce qui est l'un des points notamment sur lequel, Alors les justement, parce qu'il y a eu opposants. beaucoup d'allers-retours. Il y a pas, le médecin n'est pas obligé de recourir à un collègue ou une sorte de Ah, collégialité? je ne sais pas, moi j'en suis resté au fait qu'il ne fallait l'avis que d'un seul médecin et que c'était Ouais. l'un justement des points d'accroche et qui fait que, bah, ça passerait probablement pas au Sénat. Mais quand même ça passerait pas au Sénat, l'Assemblée elle s'en fout parce qu'elle a juste à le revoter une deuxième fois et puis c'est bon. Donc Ouais, et sur la question de la souffrance aussi, c'est aussi il y a beaucoup de débats parce que la souffrance, il y a la morphine, mais bon, on peut pas être sur morphine, c'est sûr, pendant des années, mais je réalise pas très bien. Je pense c'est assez difficile tant qu'on n'est pas face à un cas, c'est précis très de savoir qu'est-ce que c'est ça très implique. subjectif aussi, Ouais, la question de la ouais. souffrance. Mmh. C'est pour ça que c'est une question très compliquée. Il y a des gens de fait qui souffrent véritablement, mais alors au-delà des considérations bien évidemment morales et religieuses, hein, prendre la vie de quelqu'un, est-ce que ça relève du suicide et tout ça qui, va dans le champ du religieux, ce genre de choses. Mmh. Moi je vois ça comme potentiellement une porte d'entrée vers des potentielles dérives. Alors je dis pas qu'elles arriveront, mais qu'en général, quand on voit des failles, on peut avoir tendance à vouloir les exploiter et notamment, bah, Et ça me c'est ma grande crainte, moi, que j'ai avec, le fait d'avoir, ce genre de choses. C'est pas une peine de mort, hein, qu'on soit très clair, je compare pas ça à la peine de mort. Mais on est sur du suicide assisté, par, les soins publics, mmh. littéra littéralement, et moi, ça m'étonnerait pas d'avoir des personnes un peu gênantes qui pourraient se retrouver à disparaître, Oui, oui, bah, alors ça aussi, c'est pas donné. pas à court terme, Mmh. mais ça ne me surprendrait pas, à un moment donné, que Surtout ça que oui, arrive. surtout que justement, il y a aussi un amendement qui a été rejeté sur
sur la psychiatrie, c'est-à-dire on voulait mettre de côté Un la examen psychiatrie, psychiatrique. disons la demande d'euthanasie pour problème psychiatrique. Mmh. C'est un amendement qui a été également rejeté. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la psychiatrie? Vous voyez, tu vois ce que Ah, pour le coup, les personnes qui sont dans le cas de troubles psychiatriques peuvent être véritablement en souffrance. Oui, C'est je mais trouve ça plutôt normal de ne pas leur fermer cette porte. Mais bon, c'est à considérer que c'est une bonne loi. Je suis très personnellement partagé sur le sujet. Même si bon, bah, comme beaucoup, hein, même au sein ne serait-ce que du Rassemblement national, qui n'a pas voté en bloc. Il y a par le exemple délit 19 d'entrave, députés qui ont voté pour, ouais. parce que c'est un sujet qui divise. Oui, c'est-à-dire que voilà, ils ont voté pour un texte général, mais j'imagine que là-dessus, Bah, parce que c'est une question qui est complexe, qui a des pour et des contre, qui sont, tous d'une relative pertinence. On va dire, c'est la beauté de la politique, aussi. alors attends, parce qu'il y avait j'étais sur un texte, oui, voilà. Le délit d'entrave, à l'aide à mourir est créé, donc il est Mmh. de 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Le délit d'incitation n'est pas créé. Amendement entièrement refusé. C'est vrai que Bon. mmh, c'est compliqué, là-dessus. Est-ce que du Ouais. coup, on pourrait, poursuivre en justice, un soignant, pour, incitation au suicide ou ce genre de choses? Je ne pense pas. Mmh. Et puis, bien évidemment, on va pas s'éterniser sur le sujet, hein, comme tu le dis toi-même, on va essayer de faire court. On a aussi la question des mutuelles, des remboursements, toute la il y Oui, a des alors intérêts justement, financiers derrière aussi cette loi, heu et c'était le président, je crois, d'une association de enfin pas de consommateurs, mais d'une association, liée aux soins, qui ouais. en avait parlé, de ça, de la place des mutuelles, entre autres, dans, dans ce débat-là. Oui, bah, justement, oui, en effet, les mutuelles sont très, très intéressées par ce projet de loi. Bon, il y a quand même un côté, je pense que, enfin, je sais pas à quel point ça lobbyise de ce côté-là, mais il devrait être complètement hors, il devrait être absolument pas engagé dans ce genre de débat. Dès que des questions financières, ils sont engagés, je trouve que c'est quand même ça prend des proportions qui sont plus que douteuses. Bah, on est facilement face à du conflit d'intérêts et Mmh. Oui. bah, ça permettrait en théorie et dans la pratique ça se fera, hein, aux mutuelles de faire des économies parce que, bah, il y aura plus, des soins de patients à rembourser. Mmh. Bah, oui, et pour la Ça sécurité permettra sociale, aussi de la même façon, hein. ça permettra aussi à la sécurité sociale C'est un effectivement. vrai sujet, les économies, surtout en période Voilà de budget, catastrophique. et Voilà les propositions du gouvernement sans doute. Alors je tenais à et dire on aussi que peut enfin on les peut quand même, observer, quelques statistiques, notamment chez nos voisins belges, qui eux ont l'euthanasie je crois depuis l'année 2004, où elle est quand même assez strictement encadrée mmh, et on est tout de même sur plus de 70, je crois, si ce n'est plus, des personnes, qui ont reçu, bah, qui ont été euthanasiées. C'est-à-dire environ 300, pardon, 3 500 personnes pour l'année 2024, mmh qui étaient au-dessus de 70 ans. Donc on est effectivement, loin pour le cas belge, qui, mmh. je le répète, n'est pas encadré de la même manière que devrait l'être le cadre français. On est vraiment sur des personnes âgées qui sont à ce moment-là, bah, à quoi bon rester? C'est des questions que beaucoup de personnes âgées se posent, notamment quand elles sont isolées et qu'elles sont, vraiment en souffrance, pour le coup. Mmh. À voir comment, Oui, mais ce qui est un peu gênant, aboutira c'est dans le cas qu'on français. va, elles peuvent aussi être incitées à se les poser et Oui, enfin, bien sûr. et il peut y avoir une sorte de pression sociale à partir du moment où ça, c'est possible, Oui, tout à fait. de dire: «Tu nous infliges ta vie finissante qui n'en finit pas de finir». Bon, Oui voilà. et non, mais là par contre, on est, je me passerai de commentaires sinon je vais être vulgaire, mais Bah, vas-y, vas-y. oui, oui, ce genre de personnes, existent sans doute. Ah bah, oui, oui, bien Personnes sûr, oui, oui. détestables, relativement détestables a priori. Mmh mh. Mmh. Notre prochain sujet, je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas, oui, tu voulais parler de l'état de la représentation nationale, c'est ton sujet, je te laisse le lancer. À ton avis, de quoi il s'agit, Flavie? Ah, je sais pas, nos les petites, comment dire? Les petits événements récents qui ont fait le tour de tous les réseaux sociaux et fait rire beaucoup de monde. Alors non,
Il n'est Non. pas question de ça, il n'est pas question de la fameuse violence conjugale ignoble dont aurait été victime notre président de la République. Bon, ça, on n'en parle pas parce que c'est littéralement c'est un non-événement, on s'en fiche. Oh, c'est marrant. Oui, c'est marrant, mais comme le dit bien le grand youtubeur Juste Milieu, ça ressemble beaucoup à une Oui. diversion pour ne pas parler des vrais sujets. Oui, je sais même pas si pour le coup, là, autant je crois aux diversions, là, ils ont peut-être pas maîtrisé Ah grand-chose quand non, même. mais oui, non, mais c'est possible. Bref, on va pas s'éterniser, Mais on ouais, va pas parler de ça. je te lève, on y Et va. donc, il est question surtout des députés. Alors, tout d'abord, je voudrais attirer l'attention sur le fait que ce 25 mai, on a eu un attaché parlementaire qui a été victime d'une overdose en pleine rue de Paris Oui, oui. Mmh mh. à cause d'une consommation de GHB. Mmh. On est pas mal. On est pas mal là-dessus. Son pronostic vital aurait été engagé. Ah ouais, On quand n'a pas eu même. de nouvelles, on n'a pas eu de nouvelles depuis. Ouais. On peut espérer tout de même qu'il s'en est sorti. Et de manière un peu plus générale et pour des gens qui sont un peu plus haut placés, on a des nouvelles et des rapports qui circulent sur le fait que l'alcool littéralement coulerait à flot Mmh. Et la drogue, hein, dans. aussi, hein. Oui, bien sûr, mais laisse-moi y venir, Flavie. Pardon, bah oui, Aussi j'enlève le suspense, merci. coulerait à flot au sein de l'Assemblée nationale, de même que effectivement de la cocaïne. Bon, la cocaïne, est-ce que ça surprend qui que ce soit? Donc on serait face à des cas de députés alcooliques. Bon, Mmh. pour ceux qui ne l'étaient pas déjà, hein, parce que bon, voilà, chacun ses vices, mais que ce soit développé au sein du temple de la nation, c'est quand même un petit peu plus discutable. Et du coup, on a des témoignages, notamment ça rappelle cette image, je crois, où je sais plus si c'était des images ou des informations sur le fait que Louis Boyard était très fan de la buvette de l'Assemblée nationale, Ah ouais? Mmh. et du vin qu'on pouvait y servir. Mmh. Mais voilà, du coup, l'Assemblée nationale, c'est alors on n'est pas sur la coke et les prostituées, même si je ne m'avancerai pas et je ne diffamerai pas, mais ça ne me surprendrait guère. Mais on est quand même sur Ouais. l'alcool et la drogue, au moins pour certains, Disons que c'est très au sein des fonds banalisé, de c'est ça que croissance. ça commence à se banaliser beaucoup. C'est ça, et c'est Mais très, très pas seulement à inquiétant. l'Assemblée nationale, hein, à Paris, dans les grandes villes, dans les soirées, Ce qui est en excessivement fait, inquiétant tout de même. ouais. Mmh. Bah, oui et d'ailleurs peut-être, enfin bon, peut-être que la gifle, c'est aussi, lié à ça, je n'en sais rien. Lié à une surdose, Macron, tu as trop Si que voilà et peut-être, Emmanuel, tu as trop madame n'est pas consommé, très, très reprends-toi. contente des excès. Non mais bon, on peut délirer ce qu'on veut, hein. Oui. Mais c'est vrai qu'ils ont tous le nez le doigt l'index sous le nez en permanence. J'ai ce même tic, donc je Ah oui ne d'accord, OK. non, et moi j'ai tendance à me trifouiller assez facilement. Je vous prie de ne pas me soupçonner d'être un consommateur, c'est juste, comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, donc a priori je n'accuserai personne. C'est vrai, alors si c'est le Sur cas cette base, du moins, sur cette si base. c'est le cas, on ne dit rien. Écoute, oui, tu voulais rajouter, oui, on peut, On sur la transitionne. décrépitude un peu de la représentation nationale, on peut tenir longtemps. Bon, on peut Oui. peut-être se contenter ce soir de constater ça et d'y revenir. C'est vrai que là, ça prend des tournants, mais même cette gifle, c'est quand même gifle ou pas, enfin, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est pas Alors que ça, on c'est s'en quand fout même pas très, très tant que ça, vu comment non, on tu y s'en fout pas, reviens. mais je veux dire, tout ça additionné, c'est quand même, et surtout sa justification après le gifle ou pas, était encore pire, en fait. Non, D'abord, je trouve qu'il avait l'air, mais complètement, mais enfin, il avait l'air, en tout cas, je sais pas si c'est le cas, mais il avait l'air comme s'il avait pris une ligne de trop, injecté il avait le effectivement visage un air, plein de tiques, il avait l'air il avait un air un petit peu ahuri, effectivement. ah ouais C'est et un je peu comme le moment où il avait dit: «Mais je suis lucide». ouais! Je suis très Non, non, lucide. mais je trouve que c'est de plus en plus et en fait, le plus dangereux, c'est qu'on s'habitue à ça. Moi, j'ai trouvé qu'autour de moi, il y avait Oui. des gens qui réagissaient pas plus que ça et on s'habitue à le voir comme ça. Au-delà de ça, ce qui est surtout inquiétant et ce que souligne d'ailleurs, décidément je reviens, hein, ce n'est pas mon gourou, hein, je ne suis pas payé par lui, mais Juste Milieu, c'est la communication autour de cet événement où l'Élysée a tout d'abord dit que non, c'était une vidéo créée par IA et notamment partagée par des comptes de trolls pro-russes. Mmh Décidément, les pro-russes, ils sont responsables de tout, bientôt ils seront responsables de la fin dans le monde. mh. Ouais. Sans doute, hein, bien sûr, vu qu'après tout, ils empêchent l'exportation du blé ukrainien.
Ouais. Ce qui n'est pas forcément faux pour le coup, mais c'était peut-être pas le bon exemple. Mais tout ça pour au final admettre que oui, effectivement, les vidéos étaient vraies. Oui, c'est quand même, c'est ça qu'ils ont essayé. Et on voit que grave. c'est un réflexe immédiat de mentir. Oui, et alors, l'IA, c'est ça qui est inquiétant. aussi, je pense qu'ils ne sont pas très malins parce que s'ils l'utilisent trop vite, trop souvent, ça va bientôt plus être possible. Je ne soupçonnerais pas, moi, la malléabilité, la crédulité des gens. Malheureusement. Mais oui, bah, ça se voit. Pour les gens qui s'y intéressent, ça se voit. Mais bon, bah, les gens qui s'y intéressent ne sont pas. Ça se voit et en même temps, c'est bien connu, la nature humaine s'habitue à tout. Et je trouve qu'il y a des moments où il n'y a plus beaucoup de réactions face à un comportement quand même présidentiel et gouvernemental qui, enfin, ça n'a jamais. On n'est jamais permis, quoi. On est sur le fait de rejeter la responsabilité sur d'autres, véritablement, pour le coup. Là, c'est et de mentir, mais c'est pas grave parce que il n'y a plus du tout de frein au mensonge. Ça, c'est un mensonge décomplexé permanent parce que là, je veux dire, il y avait ça, il y avait la poignée de main avec Erdogan. Est-ce que les images étaient aussi faussées avec quand Erdogan lui coince l'index? Ce serait faux aussi, ça? Je n'ai pas vu. Non, mais Emmanuel Macron a dit lui-même que les images étaient vraies. Il a dit non, on m'a vu, on a prétendu qu'il me coinçait le doigt, mais c'est faux, il y a eu une poignée de main, c'est tout. Oui, non, mais il a dit lui-même dans la vidéo où tu dis qu'il avait l'impression il donnait l'impression d'avoir pris un truc de trop. Il a dit à propos du mouchoir qui est supposé être un sachet de cocaïne, que la poignée de main avec Erdogan et le moment de complicité, bien sûr, avec Brigitte Macron, qui a quand même refusé de lui prendre le bras en descendant de l'avion. Ça continuait quand même. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il l'a giflé, mais voilà. Et il a reconnu que les vidéos étaient vraies, mais que c'était des interprétations des gens qui étaient des ahuris. La clé de doigt, là, comme ça, c'est une interprétation. Mais je n'ai pas vu. Moi, là-dessus, j'ai juste un truc à dire sur le mouchoir. Allez, Flavie, ne passe pas pour une complotiste. Quand je me mouche, personnellement, je ne mets pas mon mouchoir sur la table en face de tout le monde. Je trouve pas ça, c'est un peu dégueulasse. Pas très très urbain, donc j'ai tendance à le mettre dans ma poche, à le cacher après. Voyez, oui, mais Flavie, c'est que toi, tu es bien éduquée. Et honnêtement, il y a des gens qui le font. Il y a vraiment des gens qui laissent leur mouchoir sur la table. Je vois rarement les gens, même au bureau, mettre un mouchoir sur la table. Et puis il y avait un deuxième truc. Moi, je n'ai pas vraiment beaucoup regardé la vidéo, mais Starmer, pour le coup, aussi a caché un truc. Je ne sais pas ce que c'était. Donc ça faisait 2 trucs quand même. Mais bon, voilà, pareil, ça ne me donne aucune conviction de rien, bien sûr. Je ne fais que constater, on peut encore constater. Ce ne sont que des suspicions, des affabulations. Mais après, quand il y a une accumulation, en effet, Mais bref, nous nous enfonçons pas dans le complotisme, même si on y est déjà beaucoup trop. Mais beaucoup trop. Passons au sujet suivant, parce qu'on est en train de dépasser l'heure. On s'était dit qu'aujourd'hui, on mais c'est dommage, ça. Alors, les comptes. Dérapage de 4,8, allez, 5 milliards, on arrondit. 5 milliards d'euros en 2024 par rapport aux prévisions. Alors, moi, ce que je vois aussi, c'est surtout, c'est qu'il y a un tableau. Moi, ce que je vois, c'est que l'évolution du déficit de la Sécu, il était très important en 2020, mais j'avais oublié le Covid. Comment j'ai pu faire un truc pareil? Donc ça, c'était le Covid, oui. Il y a eu, alors, on est passé de moins 4 à moins 39. Ça s'était réduit et ça retombe. Pardon? Tu es au compte de la sécurité sociale, Flavie. Déficit de la sécurité sociale, ouais. Oui, c'est ça. Non, d'abord, on doit parler de François Bayrou. Mais effectivement, il est question de budget. Bah oui, c'est pour ça que je pensais en parler voilà. Oui, mais tout d'abord, et ensuite on glisse sur la sécurité sociale. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Mais dans l'ordre, tout de même. Et donc, François Bayrou a annoncé un plan de retour à l'équilibre des finances publiques avant le 14 juillet. Ça sera sur 3 à 4 ans. Avant le 14 juillet, waouh. Et oui, rapide. Mais c'est le combienième de plan qu'on nous promet, il y avait aussi un plan sur le déficit budgétaire général. Il ne faut pas compter pour ce genre de choses. Et il s'étalerait sur 3 à 4 ans et demanderait, je cite, un effort de tous les Français face à une situation budgétaire jugée hors de contrôle. C'est dommage d'être Premier ministre et d'avoir un budget qui est hors de contrôle, à croire qu'il ne peut rien y faire. Oui, l'effort est demandé aux Français. C'est vraiment dur d'être Premier ministre, décidément.
Parce que c'est le trou de la sécu. Alors évidemment, sur la dette générale, le gouvernement, j'espère, aurait du mal à dire, à nier qu'il peut faire des efforts lui aussi en termes de dépenses. Là, sur la sécu, on peut accuser les Français. Mais c'est surtout que c'est assez compliqué de savoir quel est le plus gros poste. Alors on dit le plus gros poste, c'est maladie, mais après, qu'est-ce qui pourrait vraiment permettre de faire des économies substantielles, je ne sais pas. Alors évidemment, les gens vont dire, ben oui, il y a la CMU, il y a toutes ces choses-là qui coûtent, il y a les taxis, les fameux taxis qui transportent les malades, il y a aussi les fraudes, et il y a le million de cartes de sécurité sociale qui se baladent en Algérie, je crois, etc., etc. Donc tout ça, on entend parler depuis des années, il n'y a jamais eu le moindre démarche pour calmer tout ça. Et moi, je voulais aussi parler, juste notifier, hein, on n'a pas le temps d'en parler parce qu'on est en train de ne pas respecter notre engagement d'être court, c'est la multiplication des actes chirurgicaux. C'est-à-dire, depuis un certain nombre d'années, les médecins vous prescrivent des actes chirurgicaux qui sont souvent totalement évitables. Et il y a une énorme pression sur les patients qui sont souvent déboussolés, qui n'ont pas de culture médicale, qui font confiance aux sachants pour leur imposer des actes chirurgicaux, souvent très chers, qui coûtent cher à la Sécu et qui sont d'auto mutuelles aussi, et aux patients lui-même. Pour rétablir les finances de l'hôpital. Parce que je ne sais pas si c'est pour rétablir les finances de l'hôpital. C'est les hôpitaux qui touchent pour ce genre de choses. Et je ne sais pas si les chirurgiens ou ce genre de choses ne sont pas payés aussi à la prestation ou d'une certaine manière. Oui, mais il y a aussi, après il y a les hôpitaux, il y a aussi les cliniques privées. Bien sûr, mais ça c'est autre chose. Les cliniques privées, c'est privé, donc c'est normal que la pratique soit différente. Sociale, non ? Un acte qui est pratiqué en clinique privée, il y a une partie qui est remplacée. Moins, je pense. N'étant pas sur le système français, je suis un peu perdue. Mais bref. Donc je vais pas. Mais bon, en tout cas, les actes chirurgicaux, alors s'ils rapportent à l'hôpital, pourquoi pas, quoique ça n'empêche pas que l'hôpital soit toujours en grand déficit et mettre beaucoup plus d'argent sur l'administratif que sur le médical. Donc, de toute façon, s'il y a des recettes qui ne sont pas bien gérées, c'est pas tellement intéressant. Bon, voilà. Écoute, dernier sujet. À moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, pas grand-chose. Je ne suis pas un grand expert de la sécurité sociale et de tout ça, mais effectivement, c'est la sécurité sociale qui représente énormément des dépenses de l'État. Comme avait pu le montrer justement Emmanuel Macron avec sa déclaration sur qu'est-ce que deviennent 1000 euros, 1000 euros qui sont prélevés. Il y en a plus de la moitié qui partent pour la sécurité sociale en diverses prestations. Alors, donc en lien, décidément, tous les sujets, je trouve, s'emboîtent assez bien. On parlait de sécurité sociale, d'euthanasie et d'effort. Cet effort, à voir par qui il sera fait, parce que c'est officiel maintenant. En ce 28 mai 2025, ça a probablement été avant du coup vu la statistique, mais 51,6% des Français en âge de voter ont plus de 50 ans. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est pas beau? Je sais pas, j'ai pas d'opinion sur la question. Oui, tu ne tromperas personne, Flavie. Tu ne tromperas personne là-dessus, mais ce qui est à... Je n'ai pas vraiment d'opinion sur la question. Oui, j'ai tendance à dire comme ça spontanément que ça donnerait un vote plus à droite, mais ou plus centriste, parce que les plus de 50 ans, oui, c'est droite et le centre. Quoique non, mais je dis n'importe quoi, en fait. Non, mais pourquoi? Non, mais en fait, ce que je dis n'a pas de sens, en fait. En fait, c'est ce qui est soulevé par un article de RTL, donc Radio-Télé Luxembourg, si ma mémoire est bonne. Ça fait longtemps que je n'écoute plus ce genre de choses. Se souligne effectivement que déjà, ce sont les populations au-dessus de 50 ans qui participent le plus à la vie électorale. Ce sont ceux qui ont un taux d'abstention le plus bas. Les jeunes en ont un bien plus bas. Et ça pose la question de est-ce que, si tu as des gens de plus de 50 ans en majorité,
de déterminer la poursuite de la course de la nation. En Mhm. gros, si un politique en général veut être élu, pour parler grossièrement, eh ben, il Il va faut devoir qu'il parle parler à ces gens-là. il va surtout devoir parler à des vieux. Alors, Ouais. est-ce qu'on est vieux passé 50 ans? C'est un débat. Si, si, on est Heu, vieux. Bah, on n'est pas encore à la retraite. Bon, Non. voilà. Mais on est au moins d'âge mûr, de ce point de vue-là et ça pose beaucoup de questions parce qu'effectivement ça ne alors RTL, souligne que oui, ça va avoir plutôt tendance à encourager les discours, un peu plus conservateurs et moins orientés vers, D'accord. un pari sur la comète, et tout ça qui représenterait un peu plus la gauche. Ce qui est vrai en général, plus on est âgé, plus on cherche la stabilité et la sécurité. Ce n'est pas pour rien que, bah, ce qu'on appelle généralement les boomers, les retraités les plus âgés qui sont ceux qui ont le taux d'abstention le plus bas, en dessous de 10, eh bien, ont Mhm. voté majoritairement pour Emmanuel Macron pendant les 2 élections présidentielles, parce que, beh, c'est une incarnation de la stabilité, j'imagine, de la respectabilité, contre les extrêmes et tout ça. Oui, et puis il avait ce physique de gendre idéal qui plaisait beaucoup. Ouais, aussi, Ils ouais, vont souvent pas plus loin que ça, malheureusement. c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que, moi je parle de gérontocratie, hein, parce que la gérontocratie, c'est, bah, le régime où ce sont les vieux qui décident. Mm. Et bon, bah, est-ce que 50 ans, c'est vieux ou pas? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, bah, Ouais. le poids des jeunes, les moins de 30 ans représentent 17 du collège électoral en France, hein. Ouais. Mhm. 17. Ouais. C'est, sachant que, je ne veux pas avoir l'air polémique ou quoi que ce soit, il n'y a aucun message derrière, mais considérant la vitalité démographique d'une certaine partie de la population, issue, d'origine exogène, Tu vois toutes heu les précautions que tu prends. Oui. non, Mm. mais en gros, beaucoup de populations issues de l'immigration et de confession musulmane, par exemple, Mm. ont un taux d'abstention qui est très bas. C'est un électorat que, typiquement la France insoumise veut mobiliser pour essayer de gagner les élections. Et ça, ils votent. J'aurais tendance à Eh ben penser non, justement mais qu'ils non, justement, c'est ce que je taux dis. d'abstention très bas. Pardon, ils ont un Mm. D'accord. je me suis emmêlé les pinceaux. Ils ont un taux de participation qui est très bas. Ils ont parmi, je crois que c'est eux qui ont les taux d'abstention les plus élevés Mhm. Ouais. et bah, vu qu'ils représentent une partie significative de la jeunesse, je ne sais pas combien. Je ne dirais même pas qu'ils en représentent la majorité, mais ils en représentent quand même une bonne part et Mhm. ben, ça fait chuter la participation des jeunes. Parce qu'il reste des Mhm. jeunes malgré tout. Alors des jeunes qui, sont majeurs et qui sont en âge de voter et pas des mineurs. Mais bref, tout ça pose la question justement de l'avenir démocratique. Alors certes, l'euthanasie viendra peut-être, diminuer cette portion de population et puis, la fin de l'ère des boomers comme on dit, bah, Mm. le temps passe, hein, malheureusement et puis, bah, les gens, les grands-parents partent, politiquement, c'est peut-être une bonne chose, mais, en termes de famille, on a tous, un parent, un grand-parent, qui est dans ses âges canoniques et qu'on n'a pas forcément envie de voir partir, sauf si on a maille à partir avec lui. Mais, ça pose des questions, moi je trouve sur, ça fait réfléchir comme diraient certains, sur, le fonctionnement de la démocratie en France, par qui est-ce que, bah, la politique est vraiment décidée et sera vraiment décidée notamment en 2027? Ouais, ouais. Et c'est vrai que Désolé du tunnel. non, non, mais la LFI fait énormément d'efforts pour avoir le vote des jeunes, hein, j'imagine. Et c'est vrai que si c'est finalement c'est beaucoup d'efforts pour un résultat qui n'est pas forcément aussi concluant alors. Alors les jeunes votent quand même majoritairement pour la France insoumise et la gauche de Oui, manière oui, générale mais ils sont ouais. et les musulmans largement. Les Mmh. musulmans sont en sous-participation, mais lorsqu'ils participent, ils sont Ouais. surreprésentés auprès de LFI. Bien sûr. Voilà, mais ce n'est pas sur LFI, ce n'est pas d'LFI qu'il est question, donc on va pas tomber là dans ce trou de lapin. Mmh. Est-ce que tu as des choses à ajouter en Bof, conséquence, sans non, tomber dans un non, il truc? faudrait que je réfléchisse à ce sujet-là comme ça, que spontanément, je sais pas tellement ce que ça m'évoque, mais c'est vrai que, mais comment ça se fait en fait que l'électorat soit si parce qu'en fait, il y a quand même une oui, en fait, il va y avoir après une vague là, il y a une Ça va vague baisser. On atteint peut-être un sommet, on atteint oui, c'est ça. probablement d'ailleurs un sommet dans cette représentation de la population, parce que, bah, l'espérance de vie, alors certes elle a été en baisse, je sais plus si c'est toujours le cas, mais on est quand même sur
aussi loin que mes souvenirs remontent, 86 ans d'espérance de vie pour les femmes, 82 ans d'espérance de vie pour les hommes. Fatalement, l'espérance de vie monte, enfin, est montée pendant un bon moment, et du coup, la part des personnes âgées augmente. Et les 25-50 ans, c'est quoi la part donc au niveau des... Je ne sais pas. Si les moins de 30 ans représentent 17%, ça doit être le reste. Donc ils doivent représenter plus de 30%, ce qui est le milieu, a priori. Ouais. Mmh. Et à 50 ans, je rappelle qu'on n'est pas encore à la retraite, même si on est fonctionnaire de la RATP, la retraite c'est dans 5 ans. Mais tout le monde n'est pas chez la RATP. Bon, écoute, je pense qu'il est 20h59. Au moins, on aura fait 1 heure. Donc, c'est déjà un grand progrès c'est terrible. Hein. Sur lequel on reproche d'être trop long. C'est terrible. C'est comme être le gouvernement français et faire l'économie d'1 milliard. Ça représenterait un grand effort, mais c'est si peu. Mais c'est faisable. C'est faisable. C'est tout de même terrible. Mais bon. Merci beaucoup, Flavie. Merci, Noah. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Dans la dissociété des dysphoriques contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.